Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, je passe tout de suite la parole à Vincent Rigaud qui va vous détailler le contexte. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, ma caméra ne se met pas en route, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis Vincent Rigaud, je suis directeur d'Ifremer Sud Méditerranée. Donc, je fais partie du comité directeur de l'Ifremer et je fais partie également d'un comité de pilotage qui s'appelle InnoCéan chez nous, dont l'objectif est de développer des actions d'innovation en partenariat en particulier avec au sein de l'Institut. Donc, bon, je ne vais pas vous rappeler qui est l'Ifremer, mais rapidement quand même. C'est un établissement public à caractère industriel d'environ 1500 personnes, avec un budget de 230 millions d'euros, qui opère sur trois domaines principaux. Donc, qui exécute donc de la recherche dans le cadre de la connaissance et de l'exploitation durable des ressources de l'océan, des actions d'expertise en appui aux politiques publiques avec des réseaux de surveillance de l'environnement en particulier, des actions d'innovation dont on va parler, donc en lien avec les marchés. On est également opérateur de la flotte océanographique française, donc on a regroupé l'ensemble des moyens de la flotte océanographique française il y a une année, et on est en lien avec la société, c'est ce qui est illustré sur cette planche assez générale, avec des secteurs d'activité très variés que vous voyez dans la cible à gauche: énergie, environnement, ressources minérales, santé, biotech, pêche, aquaculture, défense, agroalimentaire, naval et intervention en mer. Donc dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, alors ce cadre-là, en fait, je vais le recaler globalement. Donc on a une stratégie d'innovation à l'Ifremer qui repose sur plusieurs outils. Donc des outils globaux, donc je vous ai annoncé cette démarche InnoCéan qui est interne, mais également au travers d'un institut Carnot Mer qu'on a mis en œuvre il y a plus d'une année maintenant. Des actions internes pour faire émerger des idées d'innovation de la part de nos équipes, c'est ce qu'on appelle InnoIdées, donc ça ne vous concerne pas directement, sauf pour les acteurs Ifremer. Des actions ouvertes pour créer et soutenir des PME et des startups innovantes. Donc là, actuellement, on est en cours d'appel à projet dans le cadre d'un projet qui s'appelle Octopus. Le but, l'originalité, c'est de pouvoir intégrer des gens avec des idées au sein de nos laboratoires et de nos différents sites, en leur mettant à disposition un contrat de CDD, ce qui est souvent l'un des la plus rare pour les start-upers. Ils arrivent à trouver de l'argent pour développer leurs idées, mais pas forcément pour se payer eux-mêmes. Donc, c'est une petite innovation qu'on a en cours et qui a un certain succès. Et enfin, des approches plus classiques, collaboratives ou actionnariales, dans laquelle on va retrouver le contenu de l'appel à manifestation d'intérêt dont on va parler aujourd'hui. Donc, juste un petit point là-dessus, mais qu'on va voir sur le contexte. Ces actions collaboratives, ça peut être des projets relativement classiques, mais ça peut être aussi, de la part de l'Ifremer, des prises d'action, des prises de participation dans des entreprises. Donc, on va passer à la seconde slide, s'il te plaît. Oui. Donc, le contexte de l'appel à manifestation d'intérêt d'aujourd'hui. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, en 2018, il y a eu création de la société Kineis par le CNES et CLS, et avec une ambition de développer de l'IoT dans le contexte New Space. Côté Ifremer, on a accompagné CLS en tant qu'actionnaire pendant une trentaine d'années. En 2019, on a vendu nos parts CLS et on a réinvesti dans Kineis. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte et l'origine un petit peu de notre motivation pour lancer cette AMI. Et l'AMI dont on va vous parler aujourd'hui, il a pour but de développer des applications de référence utilisant les technologies proposées par Kineis dans le domaine de l'IoT marin, le tout en partenariat avec des acteurs socio-économiques et des équipes de l'Ifremer. C'est un peu l'originalité de l'AMI qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on a mis en place un fonds d'investissement, enfin de partenariat sur la période 2021-2023 pour encourager ces applications. Donc, l'objectif de cette AMI, on va vous le décrire maintenant avec un rappel sur les éléments principaux du règlement d'appel à manifestation d'intérêt et la façon et les critères qu'on va retenir pour sélectionner les différents projets. Donc, je vais passer la main à Manon qui va poursuivre. Oui, merci Vincent. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif de favoriser le développement d'applications de référence qui utilisent les technologies Kineis dans le domaine de l'Internet des objets marins. Les projets attendus sont des projets de démonstration
innovants qui utilisent la technologie Kineis. En termes de portage, les projets devront être portés par un partenaire socio-économique associé à minima à une équipe Ifremer. Un consortium qui mobiliserait plusieurs partenaires socio-économiques est possible tant qu'une équipe Ifremer est associée. En termes de niveau de maturité attendu, le niveau de maturité de la solution développée devait être à minima de 5 en fin de projet, c'est-à-dire, c'est ce qui correspond à un prototype validé en environnement d'utilisation représentatif. C'est l'échelle des TRL telle qu'elle a été définie. La durée des projets devra être de 24 mois maximum. Et concernant cet appel à manifestation d'intérêt, il y aura donc 4 relevés sur la période 2021-2023. Et nous vous présenterons un peu plus loin les éléments de planning et les dates de ces relevés. Sur l'ensemble de ces 4 relevés, Ifremer souhaite soutenir financièrement 5 à 8 projets de ce type-là. Alors, quelle forme prendra ce soutien? Vincent Rigaud l'a mentionné, il s'agit d'un contrat de partenariat établi par Ifremer avec le porteur socio-économique. Le consortium pourra bénéficier de 150 000 € d'aide maximum à hauteur de 100 000 € maximum par partenaire socio-économique. Sachant que les coûts relatifs à l'implication des équipes Ifremer seront pris en charge directement par Ifremer. En plus de cette aide financière, les lauréats auront également accès à 2 kits de développement Kineis, ainsi qu'un accès illimité pendant 2 ans au réseau Argo et Kineis, ainsi qu'un support technique. Concernant les innovations développées au sein de ces projets, il y aura un partage de la propriété intellectuelle à négocier entre le porteur et Ifremer, qui dépendra de l'aide demandée, des apports de chaque partenaire et des résultats envisagés. Alors, quels sont les domaines applicatifs ciblés? Ils sont cités sur cette slide et doivent être en cohérence avec les enjeux portés par Ifremer. On retrouve des sujets autour de l'halieutique, de la pêche et de l'aquaculture avec des notions de traçabilité des ressources, de suivi des exploitations, de connectivité des engins de pêche ou de biologuing. La deuxième thématique ciblée est l'observation et l'évaluation de la biodiversité, avec également des sujets liés au biologuing, à l'observation des habitats naturels et artificiels, et également à l'observation et la surveillance physico-chimique du milieu. La troisième thématique concerne la maintenance et la logistique des infrastructures marines de surface et des navires, qui peut concerner le monitoring et la localisation d'équipements en visibilité satellitaire, c'est-à-dire navires, observatoires de surface embarqués, canaux de sauvetage, ou des sujets liés à une structure industrielle en mer, que ce soit de l'éolien offshore par exemple, ou de l'oil ou des structures offshore. Les projets duo, c'est-à-dire qui comprennent une application civile et une application défense, seront éligibles si l'application civile a un lien avec les enjeux portés par Ifremer. En termes d'éligibilité et de critères de sélection, donc vous les retrouvez présentés sur cette slide. Concernant les critères d'éligibilité, j'en ai déjà cité quelques-uns. On retrouve notamment la durée du projet maximum 24 mois, le niveau de TRL attendu en fin de projet qui doit être supérieur à 5, ou le portage, c'est-à-dire un portage par un partenaire socio-économique en collaboration avec une équipe de l'Ifremer, à minima. Les partenaires socio-économiques pourront être de statut juridique, donc entreprises de toute taille et de tout type de statut juridique, et les associations de loi 1901 sont également éligibles. En termes d'éligibilité, évidemment, il faudra que le projet réponde à une des thématiques abordées dans la slide précédente, et la valorisation de l'apport à la solution Kineis devra être documentée. Pour sélectionner les projets, donc des critères ont été établis. Le premier, c'est le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet.
Donc, comment le projet se différencie par rapport à l'état de l'art, quelles briques seront apportées à travers ce projet, etc. Le marché, c'est-à-dire comment le partenaire socio-économique va utiliser les résultats de ce projet pour se projeter sur son marché. Quelles sont les retombées scientifiques, technologiques et industrielles en termes de verrous technologiques levés, publications scientifiques, etc. Comment le projet est organisé pour mener à bien les travaux envisagés? Quelle est la complémentarité des partenaires? Voilà, est-ce que le planning est cohérent? La gestion de la propriété intellectuelle, donc ça c'est un point que j'ai abordé dans une slide précédente. Donc la répartition de la propriété intellectuelle entre les partenaires du consortium. Et le dernier critère qui est un critère d'éco-conditionnalité du projet, c'est-à-dire comment le projet répond aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Alors, il est possible que certains projets, que vous ayez une idée de projet, mais que vous recherchiez un partenaire, qu'il soit une équipe Ifremer ou un partenaire socio-économique. Dans ces cas-là, vous avez cette adresse-là qui s'affiche, qui est à votre disposition et que vous pouvez solliciter pour identifier un partenaire potentiel. En termes de calendrier, vous retrouverez sur cette slide les dates clés, notamment les dates limites de dépôt. Donc, pour le premier relevé qui a été lancé le 12 mars, la date limite de dépôt des projets est le 14 mai. À compter de la date limite de dépôt, le comité de sélection, donc c'est ce qu'on appelle le COSEL que vous voyez ici sur la frise, le comité de sélection informera les porteurs de la sélection de leur projet sous un délai de 6 semaines à compter de la date de clôture. Donc, il y aura également 3 autres relevés. Le deuxième relevé le 17 septembre et 2 relevés en 2022. Donc, le premier relevé le 17 janvier 2022 et le dernier relevé pour 2022 et pour l'ensemble de l'AMI le 17 juin 2022. Alors, comment candidater? Vous voyez ici afficher l'adresse d'un site web. Donc, c'est la plateforme qui va vous permettre de télécharger les documents utiles, c'est-à-dire le règlement, le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt, le dossier de demande qu'il vous faudra compléter et l'annexe financière également. Pour vous connecter sur cette plateforme, on vous demandera de créer un compte. C'est vraiment très simple à partir d'une adresse web et de votre nom et prénom. Vous pouvez créer ce compte et donc télécharger les documents. Et c'est également sur cette plateforme que vous pourrez ensuite déposer votre projet. Alors, si vous avez une question pour laquelle vous n'avez trouvé pas de réponse dans le cahier des charges, vous avez 2 moyens de la poser. Soit directement sur la plateforme numérique, vous avez une foire aux questions, donc vous pouvez poser directement votre question par ce biais-là. Soit sur cette plateforme, il existe également une adresse générique qui figure sur la plateforme et que vous pouvez activer. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de l'appel à manifestation d'intérêt. Vincent, si tu souhaites compléter les éléments que j'ai donnés. Non, c'est parfait pour moi. Je pense qu'on reviendra éventuellement dans la foire à questions après la présentation. Ok, merci. Donc, je vais directement passer la parole à Astrid Cousteau de Kineis pour la suite de la présentation centrée sur la technologie proposée par Kineis. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Astrid Cousteau, je suis directrice commerciale chez Kineis. Donc, merci à Manon et merci Vincent pour cette introduction. Je suis aujourd'hui avec Clément Tricot, qui est notre responsable écosystème et intégrateur pour la partie technique, et éventuellement sur certainement les nombreuses questions qui vont suivre sur la partie
station Kinis. Donc aujourd'hui, un petit mot alors, si tu peux revenir en arrière, Manon, parce qu'en fait, ça a sauté 3 pages, du coup. Voilà. Pardon, c'est bon. Aujourd'hui, le positionnement de Kinis, donc on est un opérateur télécom satellitaire. Donc, comme on dit souvent, on a déjà aujourd'hui 8 satellites disponibles pour déployer des services de connectivité à l'immédiat. Donc, on est déjà complètement opérationnel avec ces 8 satellites existantes. On est donc complémentaire aussi par rapport au réseau télécom terrestre. Donc, finalement, on peut aussi imaginer des solutions d'hybridation entre les opérateurs terrestres avec une connectivité Kinis pour couvrir les zones non couvertes. L'avantage de la partie Kinis, c'est que il n'y a pas de roaming. Donc, ça veut dire que les contraintes que vous avez actuellement avec des opérateurs soit télécom, soit terrestres, c'est qu'il y a des problématiques d'accord. Dès que vous avez de l'international, il n'y a pas forcément des accords. Et notre problématique à l'international, c'est que vous pouvez avoir des changements de fréquence. Donc, ça veut dire que le même service du même interlocuteur peut être dans une fréquence différente selon les pays. Et donc, si vous avez développé un produit spécifique, ça veut dire que le produit n'est pas disponible parce que vous vous retrouvez pas selon les pays dans la bonne bande de fréquence. Donc aujourd'hui, avec les 8 satellites existantes, donc on a ce qu'on appelle une revisite moyenne de 1h30. Et avec la nouvelle constellation que Kinis va lancer en 2023, on aura donc une temps de revisite de moins de 15 minutes. Donc vous pouvez entre le moment que vous envoyez le message et que le satellite collecte le message, il y a maximum 15 minutes, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez dans le monde. Donc aujourd'hui, on est dans des bandes de fréquences sécurisées, en bande UHF aux alentours de 400 MHz. Donc, si je résume donc cette page, aujourd'hui, on est déjà complètement opérationnel sur 8 satellites. On lance notre propre constellation avec 25 satellites, dans nos satellites complémentaires sur le premier semestre 2023 qui ramène le temps de revisite à moins de 15 minutes. On aura 20 stations sol pour collecter, peu importe l'endroit dans le monde, au plus vite la data qui vient des devices. Et c'est un service qui est complètement, je dirais, opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prochaine page, s'il te plaît, Manon. Je peux le faire moi-même. Donc là, je laisse la page à Clément Tricot qui explique donc aujourd'hui ce qu'on a déjà de disponible en 2021 et les prochains lancements qui vont venir compléter les services Kinis. Oui, merci Astrid, bonjour à tous. Donc Clément Tricot, donc responsable écosystème intégrateur chez Kinis. Alors du coup, c'est sur cette slide-là, on a un petit peu les différents satellites qui sont en opération aujourd'hui et ceux qui sont à venir. Donc on voit les 3 satellites de la NOAA là, qui sont encore en opération aujourd'hui. Donc la NOAA, c'est l'agence météo américaine qui était dès le début dans le consortium Argos. Ensuite, on a EUMETSAT qui est arrivé. Alors, il y a une petite erreur, c'est 2006 la METOP A. Donc METOP A, METOP B, il y a eu METOP C qui a été lancé en 2018 en plus. Donc on a 3 satellites aujourd'hui METOP qui sont opérationnels. Ensuite, on a l'ISRO qui est l'agence spatiale indienne qui a rejoint le consortium en 2013 avec SARAL et qui va lancer d'ici la fin de cette année un nouveau satellite qui s'appellera OceanSat 3. Et qui viendra d'ailleurs en fait améliorer les performances de temps de revisite dont parlait Astrid juste avant. Donc déjà dès la fin d'année, on aura des performances améliorées. En 2019, on a eu un prototype en fait de nanosatellite, donc précurseur de la future constellation qui a été lancé par le CNES, qui s'appelle Angels.
Voilà, donc ça fait 8 satellites qui sont opérationnels aujourd'hui. Ensuite, à la fin de l'année, donc j'en ai déjà parlé, on aura OceanSat 3 et ensuite un nouveau satellite de la NOAA qui s'appelle OPS, qui sera lancé normalement en 2022. Ensuite, en 2023, on a la constellation de nanosatellites Kinéis. Donc là, on aura 25 nanosatellites qui seront lancés. Et en fait, ces 25 nanosatellites-là, contrairement à ceux en fait voilà, tous ceux qu'on a eu au cours de l'histoire d'Argos, ces satellites-là, ils seront tous lancés en fait en même temps. Ce sera vraiment une vraie constellation de 25 nanosatellites, c'est-à-dire qu'on aura 5 plans de 5 satellites qui permet justement d'atteindre la performance de temps de revisite de moins de 15 minutes dont parlait Astrid juste avant. Et ensuite, voilà, à l'horizon 2024, il y a encore un autre satellite METOP qui est prévu. D'ailleurs, il y en a encore un autre ensuite en 2028, hein, les METOP seconde génération, qui arriveront après la constellation Kinéis. Voilà pour cette slide. Alors, slide suivant. On met bien en avant que on est un fournisseur de connectivité globale. Peu importe l'endroit où vous allez vous retrouver dans le monde, vous avez la connectivité Kinéis. Donc, pas de problématique de couverture nulle part dans le monde. Aujourd'hui, donc on a déjà 20 000 terminaux actifs sur le système actuel. Et après, on dit qu'en fait, on fournit des services IoT par satellite. Donc, on est sur des petits messages, donc d'une trentaine d'octets maxi, pour remonter des informations. Donc, ça vient des capteurs. Je dirais les plus récurrents qui sont demandés aujourd'hui sont température, humidité, pression, lumière, accéléro, choc, par exemple, qui rentrent tout à fait dans cette typologie de messages. Après, pour garder l'autonomie maximale de nos objets, donc on a vraiment des faibles puissances d'émission. Donc, on émet vers le satellite à 100 microwatts maxi pour économiser que la batterie. Donc, ce que je dis donc sur la ligne suivante. Donc, c'est vraiment pour garder cette autonomie, il faut avoir vraiment tout ce qui est basse consommation. Et du coup aussi, on a des devices vraiment miniaturisés parce que cette base conventionnelle amène des petites batteries autonomes. Après, on a notre propre système de localisation. Donc, la partie localisation, c'est calculé par un effet Doppler. Donc ça aussi, ça évite. Si on peut se contenter de cette partie Doppler qui amène, je dirais, un positionnement de l'objet à peu près 150 mètres, ça économise les batteries par rapport à l'intégration d'autres systèmes GNSS type GPS ou Galileo. Et j'ai dit que en fait cette nouvelle technologie, Clément, il en parlera un peu plus loin quand on va vous parler du contenu des kits de démonstration. Aujourd'hui, on travaille sur du chipset ou des modules. Donc le module, c'est à peu près la pièce de 2 euros. Et les chipsets, c'est du 7 par 7 mm. Donc aujourd'hui, on peut vraiment travailler sur des terminaux miniaturisés, tout petits, avec une longue autonomie. Donc, si je résume toute la partie connectivité globale de Kinéis, c'est couverture mondiale, peu importe l'endroit où vous allez vous retrouver sur la Terre. On a des services qui sont vraiment dédiés à la partie IoT, donc ce qu'on appelle Internet des objets. Faible conso, donc pour garder vraiment une autonomie très longue du device. Donc, on n'a pas besoin de recharger fréquemment, ce qu'on peut avoir avec des devices cellulaires ou d'autres technologies. Et c'est on travaille quand même sur des produits plug and play. Donc, on a aujourd'hui une solution qui est très facile à intégrer dans du produit et qui est facilement aussi intégrable avec d'autres technologies existantes. Page suivante.
Donc là, on est dans un appel à projet très spécifique, donc tout ce qui est ramené aux applications pour un intérêt éphémère. Mais avec cette même technologie, on adresse aujourd'hui plein d'autres segments de marché en tant que Kinis. Donc je voulais quand même faire un rappel de l'ensemble des segments qu'on adresse aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a toute cette partie, ce qu'on appelle historique Argos, donc qui sont des sujets qui sont autour de la partie scientifique et environnementale. Donc, suivi des animaux ou tout autre intérêt pour de l'océanographie. On adresse aussi tout ce qui est action humanitaire. Donc, ça peut être du suivi de groupes électrogènes dans des zones avec des difficultés géopolitiques. Il y a la partie maritime, donc tout ce qui est lié autour des sujets de pêche durable, suivi de la partie légale, pêche artisanale également, mais aussi tout ce qui est donc plus public, tout ce qui est navigation de plaisance, suivi des sujets autour de toutes sortes de navigations qui sont plutôt dans le domaine public. Après, on a pas mal de sujets autour de la partie agriculture intelligente, donc monitoring de troupeaux, gestion de sol et autres sujets. Après, il y a la partie réseau et infra, donc tout ce qui peut être donc monitoring d'infrastructures autour du sujet de énergie renouvelable, énergie durable, éco-conception. Et après, le dernier sujet, c'est tout ce qui est autour de transport et logistique. Donc, ça peut être du suivi, je dirais, de tout ce qui est logistique intra-site à l'international, tout ce qui est optimisation du transport et logistique pour aussi améliorer l'impact sur l'environnement. Et une dernière activité qu'on a, donc c'est toute la partie activité extérieure. Donc c'est la seule activité B2C qu'on a avec des balises qui sont dédiées plutôt à une partie de suivi de sport extrême, aussi dans des réseaux, dans la partie où il n'y a pas de réseau, et la partie donc où déclenchement d'alerte avec une hybridation entre Kinesis et le système COSPAR-SARSAT. Page suivante, s'il vous plaît. Donc je laisse la place à Clément qui va expliquer donc toute la partie contenu du kit de développement Kinis qui est mise à disposition dans le cadre de cet appel à intérêt. Ouais, merci Astrid. Donc pour le kit de développement donc, qui sera mis à disposition, en fait il s'agit de nos modules avec une carte d'évaluation. En fait, nous fournirons 4 modules pour pouvoir faire des premiers prototypes, mais d'abord une carte d'évaluation pour voilà, pour faire des premiers tests. Donc là, on voit notamment la carte d'évaluation sur la photo en haut à droite. On voit la petite carte d'évaluation qui est donc qui peut se brancher à un PC avec une interface graphique donc qui apparaît sur l'écran pour pouvoir facilement tester la connectivité Kinesis. Donc sur cette interface graphique, il est possible de modifier donc les différents paramètres de communication, donc la fréquence, la puissance d'émission, etc. D'envoyer donc des données que l'on spécifie directement dans l'interface. Et donc c'est une carte de relation qui est vraiment plug and play, qui permet vraiment en 1 heure en fait de déjà tester la connectivité Kinesis. Ensuite, nous offrons un accès à la plateforme de visualisation des données. Donc, une fois que les premiers tests d'émission ont été faits, il est possible de se connecter, aller voir en fait les données en ligne qui ont été reçues par les satellites. Cette plateforme-là permet également de regarder en fait les prévisions de passage des satellites, puisqu'on, comme on le disait dans la présentation plus tôt, on a un certain temps de revisite en fait entre les passages satellites, et donc cette plateforme permet de voir justement quand est-ce qu'il y a un satellite en visibilité pour pouvoir émettre au bon moment. Ensuite, en fait, cette carte d'évaluation, elle peut également se stacker sur des cartes standards en fait de microcontrôleurs répandus, tels que les cartes Arduino ou les cartes STM32.
pour pouvoir, après cette première étape un peu d'expérimentation de la technologie en plug and play, pour pouvoir faire un petit peu de développement sur ces plateformes standards, et un peu de développement qui soit voilà, adapté à l'application finale, donc qui soit vraiment spécifique, notamment grâce à l'ajout en fait de différents capteurs. Voilà, ces cartes ces cartes microcontrôleurs en fait un peu standards permettent de faire plein de choses. Donc au cours du projet, le support technique sera disponible de la part de Kineis, notamment pour tout ce qui est compréhension du système, présentation technique globale, donc vraiment utilisation du système satellite. C'est un système qui par rapport au système terrestre que peut-être vous connaissez mieux, n'est pas forcément évident à appréhender. Notamment, j'en parlais des passages satellites. Hein. On a également un algorithme en fait qui permet de calculer donc que le terminal lui-même puisse calculer en fait les prévisions des passages satellites pour pouvoir économiser de la batterie en émettant seulement quand les satellites sont présents. Donc c'est le point d'après, hein, effectivement, fonctionnement des services, stratégie d'émission, prévision de passage. En termes de stratégie d'émission, on a plusieurs stratégies possibles. On a une stratégie un petit peu pseudo-aléatoire en fait, qui est utilisée un petit peu historiquement sur Argo, c'est-à-dire émettre un petit peu en continu avec une certaine période d'émission. Et voilà, on émet un petit peu dans le vide quand les satellites ne sont pas là. Par contre, on arrive à avoir à récupérer toutes les données quand les satellites sont en visibilité. Ou alors la stratégie avec les prévisions de passage. On peut également avoir une stratégie donc ce qu'on appelle en fait en interactif, avec un acquittement pardon, français des satellites. Donc voilà, il y a tout ce support sur ces stratégies d'émission. Donc il y a aussi également un accompagnement dans l'intégration. Donc ça, par exemple, ça peut être au niveau électronique, au niveau des modules. Voilà, comment intégrer le module sur une carte électronique, sachant que notre module, donc comme disait Astrid précédemment, c'est un module qui est donc c'est un petit PCB avec un capot en fait, donc un peu comme un module GSM on va dire, qui fait 2 cm sur 3, qui a très peu d'interface en fait. Voilà, il y a une interface UART en TX et RX, il y a une pin de sortie pour le signal RF. Et puis à part ça, voilà, il y a 2-3 pins pour contrôler le on/off, le reset, etc. Mais bien sûr, nous offrons l'accompagnement dans l'intégration de cette puce-là. Ça peut être de l'intégration en software également. Le module fonctionne avec des AT commandes. Donc, nous pouvons fournir déjà premièrement des librairies en fait qui prennent en compte ces AT commandes-là sur les différentes plateformes microcontrôleurs dont je parlais précédemment, donc Arduino et STM32 notamment. Et ensuite, nous fournissons également des librairies pour, donc je parlais des prévisions de passage, cet algorithme de calcul des prévisions de passage. Il y a également des librairies de format de message qui sont fournies, etc. Et ensuite, une fois que le prototype est fait, en fait, ou une fois que le démonstrateur est fait, nous pouvons vous accompagner dans la campagne de test et la caractérisation en fait des émetteurs développés. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester un petit peu les émissions. On peut essayer de régler la puissance d'émission en fonction de la bonne réception ou non. En général, on fonctionne à plusieurs centaines de milliwatts. On peut descendre un petit peu jusqu'à 100 milliwatts. On peut aussi remonter un petit peu si on voit que les émissions ne sont pas bonnes. Alors, tout ça dépend évidemment de l'environnement très proche du terminal. Hein. Cela dépend également voilà, de l'antenne qui est utilisée, etc., de plein de choses. Typiquement, sur la carte d'Eval, nous fournissons également une petite antenne avec, donc on la voit sur la photo. Hein. C'est une petite antenne carbone raccourcie, donc qui fait 8 cm de haut. D'ailleurs, vous avez un aperçu en bas à droite du contenu du package, en fait. Donc, il contient, voilà, comme je disais, une carte d'évaluation, 4 modules en RAB, en fait, pour faire les premiers prototypes.
tous les câbles qui permettent de relier au PC ou de relier à l'alimentation. Et donc cette petite antenne de 8 cm. Voilà, alors avec ce package, il y a une documentation qui est détaillée et qui est d'ailleurs mise à jour régulièrement. Notamment, on a des designs de référence, c'est-à-dire voilà, qui comprennent des schémas et des layouts, donc qui sont libres d'accès donc pour l'intégration de ce module. On a également, alors c'est le point d'après, design de référence d'antenne, pour justement faire des antennes qui soient en fait intégrées dans le boîtier, parce que c'est vrai que souvent la forme du terminal souhaité ne correspond pas forcément à une antenne en fait qui ressort quoi, telle que l'antenne que l'on fournit sur étagère. Donc nous avons quelques designs de référence d'antennes qui peuvent être embarquées dans le design, donc qui sont directement sur un PCB, soit gravées sur le PCB, soit soudées sur le PCB, donc par exemple une petite hélice embarquée. Donc les librairies de code, donc j'en parlais précédemment, pilotage du module, gestion de protocole. Et ensuite, donc nous avons des designs ouverts et codes de démo, donc pour Arduino, Mango, STM32, donc voilà, qui permettent ces différentes interfaces en fait, qui permettent de faire un premier démonstrateur un peu rapidement, en faisant un petit peu de logiciel embarqué, sans forcément faire un design hardware spécifique, mais en prenant quelques composants du commerce tels que quelques capteurs qu'on intègre sur ces microcontrôleurs, et ensuite une petite batterie par exemple, et éventuellement un boîtier sur étagère pour faire un premier démonstrateur. Voilà, est-ce qu'on pourrait passer à la prochaine slide s'il vous plaît? Voilà, alors une présentation un peu plus précise donc du module. Bon, j'ai déjà un petit peu empiété sur cette slide, mais donc je disais donc ce module, donc on le voit sur la photo en haut à droite. Comme disait Astrid, il a la taille à peu près d'une pièce de 1 euro, donc il fait 2 cm par 3 cm. Il consomme à peu près 500 mAh en fait en courant en transmission. Donc là, c'est vraiment la transmission à puissance maximum, puisqu'il peut émettre à une puissance de 1 watt. Donc là, 1 watt, il consomme à peu près 500 mAh. Après, à des puissances moins élevées, il va consommer un peu moins, évidemment. Donc, il a une interface UART avec des commandes AT. Donc, qui sont en fait des commandes AT. Il y en a vraiment très peu. Il est très facile d'intégration. Il y a quelques commandes AT pour le paramétrage, pour la configuration en fait des différents paramètres d'émission, hein. Et puis voilà, une commande AT pour émettre des messages. Il est certifié pour le système Kineis, c'est-à-dire qu'il a passé des tests en fait chez Kineis pour tout ce qui est signal de sortie. Et donc il n'a pas besoin de repasser de certification, en tout cas pas du côté Kineis. Et ensuite, effectivement, voilà, donc les cartes d'évaluation sont disponibles. Donc, on a celle qu'on a vue sur la slide précédente pour STM32 et Arduino, en fait, qui se stack directement sur ces cartes-là. Et on a également une autre carte d'évaluation avec une interface pour être intégrée sur une carte Mango, qui est en fait la plateforme IoT de Sierra Wireless. Mais en plus de ce module, nous avons également des chipsets. Alors les chipsets, la petite taille en fait de 7 mm par 7 mm, le chipset c'est vraiment une puce électronique, et donc ça permet d'avoir des devices qui sont éventuellement un peu plus miniaturisés. Ça permet de faire des terminaux qui sont vraiment plus spécifiques avec un form factor spécial, ou alors vraiment d'avoir des émissions qui sont un peu plus spécifiques, hein, régler plus précisément par exemple la puissance de sortie, etc. Ce chipset-là, il gère en fait toutes les modulations Argos, donc en émission. Ça veut dire qu'en fait, il génère les signaux, et ensuite, il y a besoin de rajouter en fait un amplificateur de puissance. Donc, il est déjà présent dans l'équipement. Mais là, vraiment, si on prend le chipset, on revient à la brique en fait du niveau inférieur, où il faut pour l'intégrer. Donc là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans des compétences RF un peu plus spécifiques. Pour l'intégrer, il faut donc un oscillateur
Donc en général, on prend un TCXO, donc un oscillateur cristal, pour générer la fréquence d'émission. Et il faut du coup également, comme je l'ai dit, un amplificateur de puissance, puisqu'il sort une puissance très faible. Mais pour l'intégration de ce chipset, nous fournissons des designs de référence également. Et nous avons bien sûr des cartes d'évaluation disponibles qui sont, voilà, tout comme la carte d'évaluation du Team 1, qui peuvent être branchées directement sur un PC pour faire des émissions très rapidement. Voilà, peut-on passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, nous avons une stratégie à Kinis qui est voilà, vraiment d'être très ouvert. Notamment parce que les spécifications Argos Kinis sont disponibles pour le développement de modules personnalisés. En fait, c'est voilà, historiquement sur Argos, les spécifications techniques du système et des différentes modulations d'émissions étaient disponibles pour les constructeurs. Nous gardons cette même philosophie sur Kinis. Et la certification donc se fait chez Kineis pour les terminaux qui seraient faits à partir du chipset. Les terminaux faits à partir de modules Kimin ne sont pas à certifier puisque le module est déjà certifié par Kineis. Par contre, les terminaux faits à partir du chipset, comme il y a différents éléments en fait qui ne dépendent pas du chipset, donc notamment j'en parlais, l'oscillateur, l'amplificateur de puissance, etc. Tout terminal fait à partir du chipset doit repasser en fait une certification. Par contre, voilà, comme je le disais sur la slide précédente, nous fournissons des designs de référence, des schémas, des layouts, donc ils sont libres d'accès pour intégrer ce chipset. Nous fournissons également côté software des librairies de code pour le pilotage du module, pour la gestion du protocole, donc c'est-à-dire les calculs de prévision de passage satellite, voilà, on en parlait précédemment, ou bien le codage des formats des messages ou des différentes stratégies d'émission. Nous avons également à disposition des designs de référence d'antennes, donc comme je le disais précédemment, pour faire des antennes qui soient vraiment adaptées à la forme du boîtier voulu. Et nous avons également effectivement des designs open source et notamment un code de démo pour Arduino et les autres plateformes hardware standard, donc STM32 et Mango. Voilà pour cette slide. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Donc c'est maintenant qu'on prend les questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, je vais les reprendre oralement en commençant par la première. Et alors, Bruno Bender a posé la question suivante. Quelle est l'altitude prévue de la constellation et quelle puissance d'émission au sol est nécessaire pour communiquer avec? Alors, au niveau de l'altitude de la constellation, donc les satellites Argos que l'on a actuellement sont plutôt autour de 800 km d'altitude. Donc, dans tous les cas, on est en orbite basse, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de satellites géostationnaires, hein, c'est vraiment des satellites à orbite basse. Donc, on est sur 800 km pour la constellation actuelle. Et par contre, la constellation de nanosatellite Kineis, qui sera lancée en 2023, dont on voit d'ailleurs voilà, un des satellites sur la slide active, sera autour de 650 km d'altitude, donc un petit peu plus bas. Et donc au niveau des puissances d'émission, donc on sera autour de, là on en a déjà un petit peu parlé, on sera à quelques centaines de milliwatts. Là aujourd'hui on émet, voilà, les balises Argos émettent autour de 1 watt ou 500 milliwatts. Déjà 500 milliwatts, on a des bonnes performances. Avec ces futurs satellites, on sera capable de descendre jusqu'à plusieurs centaines de milliwatts, donc en dessous de 500 milliwatts, et jusqu'à, donc comme c'était indiqué sur une des slides, jusqu'à 100 milliwatts. Pour certaines modulations en fait qui sont vraiment optimisées en performance sur les futurs satellites. Voilà. Merci. Donc la question suivante, enfin les questions suivantes, puisque Monsieur Hubert Thomas avait pas mal de questions. Quel est l'âge maximum de la donnée 30 octets quand elle est restituée à l'utilisateur via Internet?
Alors ça dépend bon, ça dépend déjà de la stratégie d'émission du terminal, évidemment, puisqu'on a les terminaux aujourd'hui qui peuvent émettre en fait avec une stratégie d'historisation, c'est-à-dire que comme on a des passages satellites qui sont voilà, qui peuvent être espacés de 1 ou 2 heures, on a quelques terminaux en fait qui fonctionnent avec des systèmes d'historisation, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer des données. Donc ils peuvent enregistrer des données qui sont de jusqu'à peut-être 12 heures avant. Après, ça dépend aussi de la fréquence d'acquisition des données. Si on acquiert une donnée toutes les 12 heures, forcément, si le satellite n'est pas là lorsqu'on l'acquiert, et ben dans ce cas-là, on sera obligé de la de l'envoyer en fait plus tard. Donc on peut avoir des données qui sont assez vieilles. Par contre, pour une donnée du coup qui serait acquise au moment de l'émission, là aujourd'hui on peut être à plusieurs heures. Alors non, pardon, au moment de l'émission. Donc s'il y a un satellite qui est en visibilité, en fait là ça dépend de plusieurs facteurs. S'il y a une station sol qui est directement en visibilité, ça peut être quelques minutes. S'il n'y a pas de station sol qui est en visibilité directement lorsque la donnée est acquise par le satellite, là il faut attendre de retrouver une station sol. Et enfin le satellite en fait continue son orbite, enregistre la donnée et attend de retomber sur une station sol. Et là sur le système actuel, ça peut aller jusqu'à 1h30 puisque c'est en fait une orbite complète du satellite. Par contre, sur le système futur que l'on aura avec Kinéis, il y aura en fait vraiment, donc Astrid en parlait, hein, une distribution des stations sol qui sera homogène sur le globe. Et donc là, ce sera au maximum 15 minutes. Merci. Une autre question de Monsieur Thomas. Qui prend en charge la responsabilité d'obtenir la certification CEM de la solution développée avec le partenaire? Alors, en fait, là, nous, on fournit en fait des briques électroniques, mais Kinéis ne fait pas vraiment de produits finis, hein, donc effectivement, donc là, on parle de compatibilité électromagnétique. Alors, on peut fournir en fait des informations sur le module KIM que l'on fournit, évidemment, puisque on a fait des tests, notamment dans le cadre de la certification CE. On a fait des tests en compatibilité électromagnétique. Donc, on a des rapports de tests à fournir. On pourra également fournir un pré-certificat CE. Par contre, pour la solution finie, ce sera donc à l'intégrateur, au constructeur du terminal de s'occuper de cette partie-là, avec évidemment le support de Kinéis, notamment par les rapports de test sur le module. Ok. Y a-t-il des limitations en termes de densité d'émetteurs, en termes de nombre ou de proximité sur un même emplacement géographique? Alors, effectivement, enfin, il y a certaines limitations que nous on connaît. Cependant, voilà, on met en place un certain nombre de moyens pour que ces limitations ne soient pas atteintes déjà et puis ne soient pas un problème. Notamment de par la grande bande passante en fait dont nous disposons. Donc nous avons des fréquences qui sont vraiment sécurisées aux alentours de 400 mégas. Mais voilà, en tout, nous avons quasiment 1 méga en fait de bande en cumulé, ce qui fait que tous les émetteurs en fait peuvent se répartir sur cette bande passante, sachant que le signal en fait à l'émission a un spectre assez réduit. Et ensuite, le deuxième moyen, c'est une répartition en temps, puisque tous les terminaux ils émettent avec une certaine période d'émission. Et donc qui n'est déjà pas la même en fonction des émetteurs. Après, il y a certains émetteurs qui émettent avec une période d'émission qui est assez large puisqu'ils ont besoin de récupérer que 1 ou 2 messages par jour. Donc là, ils émettent vraiment seulement quelques fois par jour. Et ensuite, sur cette période d'émission,
nous mettons en place en fait des systèmes de gigs en fait pour ne pas que deux émetteurs qui seraient sur la même période d'émission émettent en même temps. Voilà, donc on a quand même une répartition en fréquence et en temps qui est assez large et qui permet d'avoir voilà, qui permet vraiment d'avoir un système avec donc pour attaquer en fait les marchés de l'IoT avec pas mal de capacités. Sachant que la capacité la capacité des futurs satellites Kinéis sera près de 50 fois celle des satellites Argos aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà 20 000 balises qui sont actives sur la planète, qu'on aura 9 fois la bande passante en termes de fréquence que ce qu'on a aujourd'hui, et que la capacité des satellites sera augmentée de 50 fois. Donc vraiment, on aura un système qui aura vraiment une grosse capacité. Merci. Une dernière question de Monsieur Thomas avant de passer aux suivantes. Comment sera facturé le service Kinéis? Donc, si tu veux, je prends la main, Clément. Donc, sur la partie facturation, donc dans la partie kit de démonstration, je dirais la partie facturation des data est inclus dans le kit démonstrateur. Et après, le service Kinéis est facturé par nombre de messages par mois, avec une dégressivité par rapport au volume de device du client final. Donc, c'est le nombre de messages par device par mois. Aujourd'hui, la facturation. Merci. Deux questions de Monsieur Dando. La première, la communication entre l'émetteur Kinéis et le satellite est-elle toujours directe ou passe-t-elle parfois par des antennes relais? Alors sur Kinéis, on est plutôt sur un système de communication directe avec le satellite, c'est-à-dire que vraiment chaque objet connecté va avoir son propre module, sa propre antenne pour envoyer des données au satellite. Après, il est toujours possible d'imaginer un système où on est des antennes relais. Par exemple, si on a effectivement, puis du coup, on recoupe avec la question d'avant. Si on a vraiment une grosse densité d'objets à un endroit, c'est peut-être plus optimisé même en termes de consommation, d'émettre que chaque objet émette à faible puissance en fait, enfin à très faible puissance du coup à une puissance qui permette de faire une communication locale à une antenne relais pour qu'ensuite l'antenne relais renvoie les données au satellite. Après, cela dépend aussi de la quantité de données à envoyer, puisque voilà, l'occupation du canal Kinéis est basée plutôt sur un certain nombre de messages qui sera envoyé par un terminal tout seul. Donc, si on a de la donnée d'une centaine de terminaux, là, on va commencer à avoir des débits peut-être un peu trop importants pour la communication Kinéis. Donc, c'est voilà, je nuance un petit peu, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Ouais. Ok. Une deuxième question de Monsieur Dando. Quelle est la distance moyenne entre les stations sol? Les stations sol, donc les stations sol qui seront déployées pour le futur système Kinéis, en fait, il y en aura 20 sur la planète qui sont vraiment réparties de manière homogène, justement pour qu'on ait un temps de revisite en fait des satellites par rapport aux stations sol qui soit minimisé. Donc je n'ai pas la distance moyenne, mais voilà, globalement, il y en aura 20 distribués vraiment sur toute la planète. Ok. Serge Bernard a posé une question sur le débit maximum. Alors donc sur Kinéis, on est plutôt sur du bas débit, hein. Enfin, c'est ce qui caractérise un peu l'IoT. Donc on est sur un débit qui est de 400 bits par seconde. Donc pour les messages dont on parle donc de 30 octets, pardon, dont on parlait. Après, voilà, nous aurons aussi une modulation qui fera des débits plus importants. Donc là, bon, nous on parle de haut débit
bon, ce sera pas de la téléphonie, hein, mais ce sera de l'ordre de 12 fois plus que donc c'est 4800 bits par seconde à peu près. Donc il y aura possibilité de faire du haut débit, donc une modulation spécifique qui permet d'avoir un débit 12 fois plus important sur les futurs satellites Kinéis et sur les satellites Argos 3, donc Argos 4, pardon, qui arriveront à partir là de la fin d'année. Merci. Monsieur Alexis Olivreau du CEA pose une question sur le chiffrement. Y a-t-il nativement du chiffrement par rapport au contrôle d'intégrité? Alors, du chiffrement nativement non, parce que c'est quelque chose qui n'est pas demandé par tous les utilisateurs, mais c'est quelque chose qui sera tout à fait possible. Du contrôle d'intégrité, effectivement, ça par contre, ce sera natif effectivement parce que Kinéis en fait souhaite offrir vraiment un service un service où voilà la donnée reçue est garantie, la donnée distribuée en tout cas est garantie de correct. Donc il y aura du contrôle d'intégrité de par un code CRC en fait dans le message et le chiffrement, donc ce sera tout à fait possible, mais a priori pas natif. Ok. Alors, Monsieur de Saint-Léger, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question. Attention, haut débit demande plus de puissance d'émission. Ouais, bonne remarque. Merci Philippe. Non, effectivement, donc je parlais du plus haut débit. Effectivement, ça demandera une puissance d'émission plus haute, de l'ordre de à peu près 2 watts, quoi. Voilà, donc c'est à savoir, effectivement. Ouais. Alors, on revient sur la question du tarif. Monsieur Dando pose la question d'avoir un ordre d'idée du tarif pour une quantité de données. Si vous pouviez donner un exemple pour… C'est moi qui va donner l'exemple. Donc, un exemple de tarification, je dirais, on est à peu près entre 4 et 15 euros par mois selon le volume de messages. Et si je donne un exemple, je dirais, si on part sur du message jour, on est à 3-4 euros au mois sur des petits volumes, quoi. Merci. Alors, on n'a plus de questions. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles questions. N'hésitez pas à vous servir du chat. Je crois que j'ai tout balayé, mais sinon, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser votre question si jamais je l'ai pas abordé. Mais sinon, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de la session de questions-réponses. Si Astrid ou Vincent, vous souhaitez dire le mot de la fin? Bah, écoute, je vais prendre la parole. Déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires au-delà de ce webinaire, à la fois sur la technologie avec Kinéis, mais également sur la partie AMI avec Ifremer et le pôle, enfin et les pôles, puisque les deux pôles sont impliqués. Donc, une des difficultés peut-être pour pouvoir soumettre des projets, c'est c'est d'avoir le lien avec des équipes Ifremer participantes à vos projets. Donc ça, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse iot@ifremer.fr qu'on vous a montré tout à l'heure. On peut vous aider à la mise en relation ou essayer dans les deux sens d'ailleurs. Donc, premier comité de sélection, enfin en mai, mi-mai. Donc vous avez jusqu'au mi-mai pour déposer des projets. On aura donc d'autres possibilités, sachant quand même que je vais pas faire racoleur, mais les premiers qui proposeront seront peut-être les premiers servis, on va dire ça comme ça. Sachant aussi qu'on a d'autres relais, c'est-à-dire que ce programme d'incitation qu'on met en place, ce partenariat qu'on met en place, trouvera probablement des relais dans d'autres modes
de financement ou de subvention avec d'autres partenaires. Il y a des choses qui sont en cours de discussion. Je vous en dis pas plus aujourd'hui, mais en tout cas, ça s'inscrit tout à fait dans le New Space actuel et dans des initiatives qui peuvent se regrouper sur différents secteurs. Donc là, on est sur le secteur maritime. L'objectif, c'est quand même de démontrer assez rapidement les capacités de ces technologies-là, et puis par la suite d'aller vers des systèmes opérationnels et des produits. On est vraiment sur une approche innovation, une approche marché, et c'est ce qui sera aussi décisif dans les soutiens qu'on va apporter à ces projets-là. Donc vous l'avez bien compris, je préfère le préciser, mais les équipes Ifremer qui vont être associées à vos propositions, elles seront financées complètement, c'est-à-dire qu'elles peuvent être financées également sur des investissements propres à leur part de développement ou à leur part de fonctionnement. Donc, au-delà des 100 000 euros par partenaire ou 150 000 euros par partenaire externe, il y a également un investissement interne qui pourra être mis en place. Donc, il y a un peu d'ingénierie de projet à faire avec les équipes Ifremer, sachant que l'objectif, c'est quand même d'avoir des participations à peu près équilibrées pour pas se retrouver dans des situations complexes sur la partie contractuelle. Mais tout ça est pré-câblé et on espère que ça donnera de beaux projets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par iot@ifremer.fr, soit par l'adresse qui est sur l'AMI pour la partie plus dépôt de dossier. Et on essaiera de répondre à vos questions en amont. Astrid, peut-être, pour terminer. Non, Astrid. Non, pas Astrid. Alors peut-être le temps qu'Astrid... Ah oui, non, en fait, ça a permuté de suite. Désolée. Donc, j'avais déjà démarré. Merci en tout cas, Vincent. Merci à tout le monde pour votre attention. Donc, nous, en tout cas, du côté de Kinis, on est ravis de cet appel à manifestation d'intérêt. Et mes équipes seront là aussi pour accompagner l'ensemble des équipes sur la partie accompagnement technique et questions par la suite. Alors, je reprends la parole parce qu'il y a des questions dans le chat qui sont arrivées pendant que je parlais. Donc, il y a une question de Monsieur Dormeni. Quelle expertise pense pouvoir apporter l'Ifremer? Alors, l'expertise de l'Ifremer, elle peut se trouver à différents niveaux. Ça peut être une expertise en tant que producteur de cahiers des charges pour des applications qui nous sont propres. Ça peut être des expertises dans du co-développement. Ça peut être de l'expertise dans l'intégration de modules ou de solutions à des systèmes existants, des navires, des systèmes sous-marins, des balises, des bateaux, enfin tout ce que vous voulez, des bouées, des systèmes de surveillance du milieu. Ça peut être une expertise scientifique sur des points particuliers, que ce soit de l'énergétique, de la communication, enfin ça c'est au cas par cas qu'on va répondre à vos demandes. Donc ça va du cahier des charges jusqu'à du co-développement. Ça c'est pour répondre à la question d'expertise. Il y a une seconde question de M. Dando. Le domaine de la plaisance ne rentre pas dans les critères d'éligibilité. Y aura-t-il d'autres APP dans le domaine de la plaisance? Alors, le domaine de la plaisance, c'est un domaine qui peut nous intéresser pour tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle les sciences participatives. Donc, il y a des modèles économiques et des modèles scientifiques où l'instrumentation de navires de plaisance pour mesurer les paramètres du milieu peuvent être prises en compte. Donc, c'est pas la plaisance en tant que telle, service plaisance, mais comme on le disait, tout ce qui est dualité, que ce soit civil et militaire ou que ce soit entre les marchés, est accessible dans le cadre de cette AMI. Donc, elle n'est pas directement indiquée, mais elle n'est pas exclue. Juste pour illustrer ça, l'Ifremer met assez souvent en place des systèmes de mesure sur des navires de course au large, par exemple. Bon, ça fait des segments un peu spécifiques, mais on peut très bien imaginer de généraliser des outils de ce type-là. Alors, je continue parce que les questions arrivent du coup. Oui. Donc, Monsieur Jordi Munoz-Pons, peut-on intégrer des universités ou des écoles dans le consortium? Alors, à ce stade, pas tout de suite. Par contre, vous pouvez être intégré au travers des équipes Ifremer. Je m'explique. Une équipe Ifremer avec un partenaire industriel peut proposer une solution, je vais dire n'importe quoi, à 300 000 euros. L'équipe Ifremer peut opérer 100 000 euros et sur ces 100 000 euros, elle peut, alors ça c'est en direct, elle peut tout à fait imaginer des sous-traitances. Donc pour l'instant, ça peut être des sous-traitances vers d'autres laboratoires.
Donc ça peut s'intégrer, mais dans la partie Ifremer. Ça peut aussi s'intégrer dans la partie des industriels s'ils le souhaitent, bon, sachant que c'est moins favorable pour eux, évidemment, hein, puisque ce sera en sous-traitance. Donc c'est pas exclu, mais c'est pas en direct pour l'instant, c'est au travers de la sous-traitance. Suivant les retours qu'on aura sur les premières levées d'idées, on fera peut-être évoluer ça, on va voir, mais pour l'instant, on part sur ces bases-là. Une question de David Vallée. Est-ce que les entreprises étrangères sont acceptables? Il n'y a rien qui l'exclut dans le règlement. Donc, je vais vous dire que oui. Ce qui comptera, ce sera la contractualisation, évidemment, et puis le lien avec le marché, quand même, sachant que, évidemment, on va essayer d'être en phase avec l'économie bleue nationale, mais rien ne s'y oppose. Ensuite, c'est les merci. Ensuite, Bruno Bender. Aujourd'hui, l'ANSA a mis en place un AO pour le monitoring de la pêche. Ne serait-il pas judicieux d'y répondre avec un des futurs projets Kineis? Alors, c'est ce que je disais. Hein, oui, il y a des choses qui sont déjà en place. Des boîtes comme CLS travaillent là-dessus déjà. Nous, ce qu'on propose là, c'est une contribution à un ensemble d'incitations et de projets qui utilisent cette technologie. Hein. Ça peut être utilisé. Nous, on peut être utilisé aussi comme levier pour prototyper des choses qui ensuite pourraient trouver leur ressort un peu plus global dans ce type d'appel d'offres, c'est clair. Alors, je poursuis. Jordi Munoz-Pons. Comment se partage la propriété intellectuelle des développements effectués? Alors ça, on l'a expliqué. Nous, on va financer sur la base d'un contrat de partenariat. Donc, dans le dossier de financement, vous verrez tel qu'il est fait. Vous faites apparaître vos coûts complets. Vous réclamez alors c'est pas une subvention, c'est une participation d'Ifremer à votre projet, à la fois avec les équipes Ifremer et à la fois avec l'argent que vous allez nous demander. Et en fonction de ça, on négociera dans le partenariat, dans le contrat de partenariat, dès le départ, des clauses de propriété intellectuelle, sachant que c'est pas non plus l'objectif premier de l'Ifremer. Le but, c'est d'être fair sur les engagements de chacun. Donc, ce sera en fonction des engagements déclarés de chacun qu'on négociera cette propriété intellectuelle. Donc, on a un contrat de base qui est prototypé. Il y aura des négociations avec les lauréats, on en est conscient. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on va donner 6 semaines pour notifier les lauréats et on s'est donné 3 mois pour converger sur les contrats de partenariat. Il y aura des discussions, évidemment. Et si l'API est déjà déposée, ben, elle est à vous. Ça, c'est M. Pilar qui pose la question. Évidemment, si vous arrivez avec l'API, ben, on ne va pas vous contester l'API antérieure. Ce sera l'API issue du développement qui sera négociable. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'en vois plus. Mais revenez vers nous si vous avez un doute, si vous avez des difficultés avec les réponses que je vous ai apportées en live. OK. Je ne vois plus de questions. Mais donc, on vous enverra le PowerPoint et puis n'hésitez pas, comme le disait Vincent, à utiliser les 2 adresses qu'on vous a transmises pour toute question qui resterait. Voilà. Merci Bien. à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.